Bonsoir Sigolène Verson, merci d'avoir accepté le principe de cet entretien en marge de cette journée d'atelier consacrée aux imaginaires océaniques. Merci d'avoir bien voulu parler, échanger sur deux de vos livres en particulier, sur La Palourde et sur Maritima. Alors on s'interdira pas de parler un petit peu de Courir après les ombres également. Ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ces livres qui nous emmènent donc dans les lagunes méditerranéennes, qui vous habitent parce que vous habitez là-bas. Et ma première question, justement, on a parlé tout à l'heure avec les intervenants de l'éco-poésie, en disant que il s'agissait souvent de passer d'une écriture anthropocentrée à une écriture biocentrée. Et en particulier, dans cette modification de l'écriture, on peut se demander parfois qui est-ce qui écrit le livre en fait. Est-ce que vous avez le sentiment d'être l'auteur du livre ou un co-auteur du livre avec la lagune elle-même, ou est-ce que c'est carrément la lagune qui écrit à travers vous? Alors, là, on parle de la Palourde. L'intrigue se passe au bord et sur et dans l'étang de Berre, qui est une lagune méditerranéenne. Et c'est vrai que pour l'écriture de ce livre-là en particulier, j'ai la sensation qu'il s'agit d'une œuvre collective, que j'ai reconnue dans l'étang un frère ou une sœur, selon qu'il est féminin ou masculin. Et je me suis reconnue en lui et j'ai dû rêver à un moment donné qu'il s'était reconnu en moi. Et l'écriture, elle s'est faite au fil de l'eau, c'est-à-dire que c'est presque un carnet de bord de mes sorties sur les temps. Et j'ai essayé d'écouter ces peuples, les poissons, les oiseaux, et jusqu'aux herbes aquatiques, jusqu'aux austères. Et ça, c'est du point de vue de l'auteur. Après, la narratrice, on ne sait jamais qui elle est. Elle n'a pas de prénom, elle n'a pas de nom. Elle entend des voix. Est-ce que ce sont ses propres voix? Est-ce que ce sont vraiment les voix d'autres personnages, d'autres protagonistes? Est-ce qu'il s'agit de la voix de l'étang ou de la faune, de la flore? Donc c'est vrai que là, pour le coup, moi qui ne connaissais pas ce terme d'éco-poésie avant d'écrire La Palourde, et que des commentateurs viennent me dire il s'agit d'éco-poésie, euh, j'avais évidemment conscience de quelque chose de cet ordre-là, et presque, j'allais dire, moi qui ne crois pas en grand-chose, quasiment mystique en fait. Une espèce de communion, quelque chose de l'ordre aussi du chamanisme, enfin je sais pas. J'avais l'impression que moi en l'écrivant, la lagune avait pénétré mon organisme, alors que moi-même, j'avais absorbé l'étang, voilà, dans mon organisme, et euh, qui s'était diffusé dans chacune de mes cellules. Ah, c'est intéressant cette idée de chamanisme parce que on voit justement dans la création contemporaine, dans l'éco-poésie, des tentations de faire parler parfois le monde vivant autre que humain. Et dans ce rapport, alors par exemple avec La Palourde, je pense à un autre roman contemporain qui s'appelle Autoportrait en chevreuil de Victor Pouchet. Euh, il y a toujours cette question de savoir si le rapport à l'animal est un rapport totémique. Est-ce qu'on a un animal totem par exemple, ou est-ce que c'est simplement la métaphore que l'on approfondit, l'animal comme métaphore de soi-même? Je pense que ça relève plus de la métaphore. Et s'agissant du langage, c'est-à-dire faire parler les animaux. Dans La Palourde, je fais parler un cingnat des lagunes, une mouette, je fais parler tout un tas d'animaux. Et j'ai eu une discussion avec Claire Dutré, qui est professeure en écopoétique à la faculté d'Aix-Marseille, et justement sur faire parler d'autres êtres que nous. Et elle ramenait ça à la pensée coloniale, où certaines fois on a fait parler d'autres que nous. Et, et aujourd'hui, on nous en fait le reproche d'avoir parlé à la place d'autres. Et ce qui est tout à fait normal. Et donc, Claire Dutré expliquait que, en politique en tout cas, parce qu'il y a des idées sur certains territoires de concerter telle ou telle chauve-souris, telle anguille avant de prendre une décision politique. En politique, c'est difficile de faire parler d'autres êtres vivants que l'être humain, mais elle disait en fiction, en poésie,
on peut tout. En fiction, en poésie, je peux être une palourde. En politique, je peux difficilement être une palourde, tout en prenant soin quand même de ces êtres-là quand je prends une décision politique. Ensuite, je pense vraiment que plutôt c'est de l'ordre de la métaphore, vraiment de faire parler un animal ou d'avoir un animal totem. Ceci dit, pour un précédent livre, La canine de George, qui s'inspirait vaguement du guitariste des Beatles, George Harrison, j'ai voulu une écriture qui soit une écriture de nouvelles perceptions. J'avais lu aussi un bouquin d'Aldous Huxley là-dessus. Et je m'étais dit, il faut que je me mette dans un état de genre de dissociation ou d'autres perceptions de la réalité. Et j'allais pas prendre du LSD comme les Beatles, mais je me suis dit, je vais tenter autre chose. Et je suis allée faire une séance de tambour mongol. En n'y croyant pas, en n'y croyant pas, mais en me disant, il doit y avoir quand même pas une suggestion, mais en tout cas quelque chose qui active avec le bruit du tambour certaines zones de mon cerveau. Et normalement, la personne qui fait ça nous explique que y a un animal totem qui doit arriver. Et moi, le problème, c'est que j'ai eu plein d'animaux qui sont arrivés. Et déjà, ce que j'ai trouvé assez magique, du coup, magique, dans cette séance, c'est la voix de la personne qui me guidait, le son du tambour, c'est quand même très très beau. Et en dehors de ça, c'est que j'ai commencé à voir un cheval, un tigre, un requin, un oiseau, et voilà. Et quand je suis sortie de ce voyage, appelons ça un voyage, la personne m'a dit que j'en avais peut-être vu un peu trop d'animaux totems. Donc je sais pas, je suis pas sûre d'y croire à l'animal totem, mais je crois fondamentalement à la métaphore en revanche. La métaphore et aux métamorphoses également. Alors la métamorphose, oui, parce que effectivement, ce milieu de la lagune méditerranéenne semble se prêter aux métamorphoses. Alors on dit souvent que l'écriture de l'eau, c'est l'écriture des métamorphoses parce que c'est l'élément baroque. Dans la littérature classique, c'est souvent perçu comme ça. Est-ce que ça a une influence sur la façon de raconter? Est-ce qu'il y a un narrateur, une narratrice aquatique, maritime? Est-ce qu'il y a une façon d'écrire ou de raconter les histoires influencée par ça? Ah bah moi je pense qu'on écrit presque comme de là où l'on parle, de là où l'on est, né être enfin naître ou d'ailleurs naître également. Je pense qu'il y a une écriture du désert, comme il y a une écriture de l'eau, comme il y a une écriture de la montagne, comme il y a une écriture de la terre. Et je suis à peu près sûre que l'écriture des bords de la Loire ne sera pas la même écriture que celle des bords du Rhône. J'en suis convaincue. Ça, c'est une de mes interrogations aussi, c'est-à-dire que cette écriture de la lagune méditerranéenne, si on la transposait dans ce milieu d'estuaire, dans ce milieu océanique, avec l'influence des marées, par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer les principales transformations que ça provoquerait? Est-ce que, par exemple, la question des marées que vous évoquez à un moment donné dans Maritima en disant oui, il y a quelques marées en Méditerranée. Ah bah je pense que l'écriture serait différente et l'histoire racontée serait tout à fait différente. Et je considère que mon écriture à moi est très organique, très sensorielle, très physique. J'ai toujours la sensation de plus écrire avec mon corps qu'avec mon cerveau, tout en n'oubliant jamais que le cerveau appartient au corps, c'est un organe comme un autre. Donc j'écris avec le corps. Et si j'écrivais cet estuaire-là, j'écrirais avec les sensations qu'il me procure. C'est-à-dire qu'il y aurait plus de vent, il y aurait plus de froid, il y aurait du gris, et, enfin il y aurait des odeurs tout à fait différentes. Et l'environnement fait l'écriture, et je pense que l'écriture serait peut-être moins âpre, moins dure, moins minérale, parce que c'est quand même une écriture de l'eau, mais qui reste très minérale parce qu'elle reste, elle reste un peu l'écriture d'une région pagnolesque. Enfin, je veux dire, quand on relit Pagnol, c'est dur, c'est comme le granit, hein, c'est comme la pierre froide de la Provence. Et je pense qu'ici, ça serait peut-être une écriture moins incisive, plus longue, plus enrobante, plus douce.
Voilà, ça pourrait être du Julien Gracq. Ouais, Voilà, pourquoi pas, c'est hein, cool, puisque c'est long, c'est dense. Enfin, ouais. euh, alors effectivement, il y a cet ensemble de contrastes que vous évoquez entre dans ce monde méditerranéen. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Une opposition entre tout ce qui peut paraître visqueux, comme la lagune elle-même, le fond de la lagune, la pétrochimie que vous évoquez beaucoup dans Maritima, et puis d'un autre côté quelque chose d'extrêmement minéral, effectivement. J'ai repéré comme ça aussi en lisant, j'avais l'impression d'une autre opposition, c'est entre le lourd et le léger. Il y a quelque chose d'extrêmement lourd, comme l'industrie lourde par exemple, Les bon, métaux lourds. les métaux lourds, le poids aussi des vies des personnages comme ça qui les écrasent, et puis aussi des choses extrêmement légères comme bah, ces enfants comme ça qui ne font que passer, parfois de manière tragique hein, dans Maritima. Et je me posais la question de ce rapport au lourd et au léger. Est-ce que l'eau en particulier dans ces deux romans est un élément qui pèse ou qui est un élément qui allège? Je m'étais jamais posé la question comme ça, mais j'ai la sensation, là, si je devais répondre instinctivement, j'aurais l'impression qu'elle pèse. Et Ouais. voilà, elle apaise pas, et elle n'est pas légère, elle rend, ouais, non, elle pèse. Curieusement, elle rend les humains très terriens, enfin, Ouais. avec des atavismes, avec ouais. Et vous avez évoqué ce matin cette image du ballast. Vous avez dit qu'elle revenait souvent dans vos romans, et effectivement, on a l'impression il y a cette part d'eau qui est embarquée, mais qui peut même peser sur les épaules des personnages, qui les rattachent par exemple à leur cabane de pêche, qui les rattachent à cette lagune. Et pour l'allègement, peut-être parfois les quelques séquences où les personnages nagent, mais ils nagent surtout dans la mer d'ailleurs, dans Maritima, comme si le fait d'aller s'échapper un petit peu, de partir un petit peu au large, leur faisait du bien. Est-ce que c'est conçu comme ça? Oui, Est-ce que c'est conçu comme ça, parce que ce matin, on parlait enfin, de savoir si on était en surface ou en plongée. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les personnages de Maritima nagent et dans la mer, déjà il y a plus de sel que dans l'étang, un petit peu plus, bien que l'étang soit parfois, surtout l'été, assez salé. Euh, Il y a cette idée d'apesanteur, de nager au milieu du frais, voilà, des œufs de poisson. Et c'est dans la mer, à la recherche presque de la cellule originelle, qu'on devient plus léger. Quand nous-mêmes, avant d'être être humain, nous étions que cette petite cellule qui devait être extrêmement volatile, légère, à flotter dans les océans. La légèreté, voilà, est associée à cette cellule originelle où on pesait pas grand-chose et où peut-être on n'avait pas encore beaucoup de conscience de nous-mêmes et on était réduit à l'état de pas grand-chose, d'être en devenir, quoi. qui allait bientôt s'incarner voilà, avec un corps qui devient un corps sensoriel, sensuel aussi, hein, il y a beaucoup de sensualité dans les deux livres. Et dans ce rapport au sensoriel, vous avez dit tout à l'heure que vous aimiez écouter la lagune, le bruit des animaux, des plantes, etc. Et je me demandais lequel des cinq sens était le plus convoqué dans le rapport justement avec ce milieu aquatique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on entend davantage? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent de manière voilà, par le toucher essentiellement? Qu'est-ce qui semble dominer? Voilà, un peu tous les sens, hein, parce que d'abord, je dirais, c'est la vue, la lumière. Et les peintres ne s'y sont pas trompés, hein, ils sont allés chercher cette lumière-là dans le sud, le toucher, puisque enfin, je suis souvent dans l'eau, je touche l'eau, je nage, mais je pense que chez moi, le sens le plus fort, c'est l'odorat, voilà. Je respire dans Maritima les odeurs de la pétrochimie, Mhm. qui sont des odeurs très très fortes et caractéristiques de l'endroit. Donc le premier pôle pétrochimique de France, ça vraiment, enfin, on arrive par exemple à Martigues, ça saute au visage. Et après, dans la Palourde, c'est le côté de l'étang de Berre qui est, qui est vivant. Enfin, qui est vivant dans le sens où il y a des réserves naturelles, il y a beaucoup de faune.
mais c'est vivant, et le vivant intègre la mort. Donc il y a l'odeur du vivant qui meurt, c'est-à-dire les organismes en décomposition, la vase, voilà, les tourbières, etc. Donc c'est des odeurs également qui sont naturelles, mais qui sont des odeurs de décomposition qui englobent la vie et la mort. Oui. Alors c'est très frappant effectivement dans la palourde parce que on a l'impression d'avoir une sorte de soupe de la vie. Voilà, c'est grouillant de vie et la mort vient par l'arrivée de l'eau douce, ce qui est assez particulier, c'est assez contre-intuitif là aussi. Et du coup, il y a une sorte d'ambivalence entre ce milieu de vie qui est aussi un milieu de mort. Et on se demande finalement si l'image de l'eau est si positive que ça, si c'est une menace ou si c'est un réconfort. Là, j'ai l'impression que l'eau concentre pas mal de nos angoisses quand elle est quand elle arrive trop fort, trop vive et qu'elle envahit les sous-sols des maisons. Elle est angoissante quand elle vient à manquer. Donc je pense que l'eau est angoissante aussi parce qu'elle est notre mère, enfin, on en est sorti et généralement on a peur de ça. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'une angoisse, je sais pas, qui est là depuis toujours chez les êtres humains. Et, euh, et en fait, quand j'ai écrit La Palourde, c'est une anecdote que je raconte assez souvent, euh, je suis allée consulter un de mes amis qui est écologue, enseignant-chercheur à la fac d'Aix-Marseille. Et donc, il étudie le vivant. J'ai même assisté à un de ses cours à la fac sur le loup. Et je lui ai dit, mais est-ce que quand vous étudiez le vivant, vous étudiez aussi le mort ou la mort? Et il est resté interloqué. Et il m'a dit, mais enfin, ta question est intéressante. Et d'un coup, il prenait conscience que ils interrogeaient pas tant que ça le mort ou la mort, tout en me disant, en fait, on devrait plus l'interroger parce que finalement, quand on étudie le vivant, on n'étudie que le survivant. Et il me prend l'exemple de l'oiseau bec à spatule. Il m'explique que pour que cet oiseau-là arrive jusqu'à nous, c'est que d'autres oiseaux, avec bien d'autres becs, ont existé et par l'évolution sont morts pour produire l'oiseau bec à spatule. Et que nous-mêmes, nous sommes forcément les survivants du rongeur que nous avons été, de l'amphibien que nous avons été, du singe que nous avons sûrement été aussi. Et, euh, et du coup, lui-même travaille aussi sur l'étang, et l'étang est un survivant. Donc on peut dire que la mort et le vivant sont liés dans cette notion-là de survivance, en fait. Et c'était un peu ça que je voulais explorer dans la palourde. Alors vous l'explorez en utilisant notamment un vocabulaire qui est très précis pour désigner les plantes, les animaux par leur nom exact, scientifique. On l'a évoqué aussi un petit peu ce matin, vous en avez parlé. Alors, pour le littéraire que je suis, j'avais une interrogation là-dessus. Je me suis demandé si c'était les noms qui vous amenaient aux animaux, c'est-à-dire une réflexion de littéraire qui se laisse fasciner, enchanter par des noms et qui ensuite va voir à quoi ressemblent les animaux qui correspondent, ou est-ce que c'est la curiosité, l'attention au monde biologique qui après vous amenait à chercher les noms des animaux en question? Alors, pour certaines espèces, enfin, certaines familles d'oiseaux, je les connais parce que curieusement, dans le cadre euh, d'un reportage journalistique, j'ai été contrainte, forcée, de passer mon permis de chasse euh, en investigation, enfin cachée. Je me suis infiltrée voilà, dans enfin, une formation de chasseur à Aix-en-Provence pour voir ce qui les motivait. Et il y a une partie théorique qui est très importante où il faut apprendre de tout, enfin le gibier et puis tous les oiseaux. Donc j'ai dû apprendre les oiseaux, les canards, etc. Et c'est vrai qu'en théorie, j'avais 10 sur 10 hein, à chaque fois qu'on passait les examens. Et puis à l'examen enfin l'examen blanc, à l'examen final, j'ai eu 10 sur 10 en théorie. Bon, la pratique, j'ai même pas fait le premier agrès, ils appellent ça des agrès, qu'on m'a dit de rentrer chez moi. J'étais bien contente, j'étais plutôt fière d'avoir raté ça. Et donc, j'avais cette connaissance des oiseaux, et je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Et
il s'avère que les oiseaux qu'il y a près d'Étang-de-Berre sont les oiseaux dont j'ai appris le nom. Et il y en a d'autres que je ne connaissais pas. Je les voyais parce que je suis sortie tous les jours dans la nature pour écrire la palourde. Et après, je me retournais vers mes amis scientifiques, je leur décrivais l'oiseau, ils me donnaient le nom. Et si j'utilise le nom scientifique à chaque fois, mais sans que ça soit les noms latins ou grecs de ces oiseaux, c'est parce que je trouve qu'il y a un côté presque de magie. Et généralement, je réfute les pensées magiques, mais dans ma littérature, j'aime bien toujours qu'il y ait un peu une incursion du fantastique dans le réel. Je suis pas Balzac, mais j'aimerais être Balzac et c'est un peu ma référence en incursion du fantastique dans le réel. Et je trouve que les mots scientifiques font magie et font poésie, en fait. Et c'est pour ça que je les utilise et que je préfère utiliser un terme derrière lequel chacun pourra mettre ce qu'il a envie de mettre, convoquera son imaginaire, provoquera quelque chose. Tadorne de Belon, qu'est-ce que ça peut être? Et plutôt que de décrire la couleur des ailes, ce que je fais par ailleurs. Mais voilà, c'est juste pour que ça reste presque et un peu ésotérique ou soit ésotérique, soit magique, tout en restant scientifique. Parce que pour celui qui n'est pas scientifique, les termes scientifiques, ça reste des formules absconses, qu'on ne saisit pas très bien. Alors que ce que j'aime, moi j'adore les théories de physique quantique. Je les convoque aussi très souvent dans mes romans. Il y a souvent des références à la physique quantique, à la théorie des cordes, enfin à la courbure du temps, et parce que ça a une base vraiment scientifique, mais en même temps, pour celui qui ne les comprend pas, bah ça a une dimension mystique. Presque magique, effectivement. Magique et mystique. Ouais, tout à fait. Ah, vous parliez de fantastique, il y a presque un surgissement fantastique à propos des muges, des animaux comme ça qui sont mythifiés hein, dans Maritima en particulier, avec toute une portée de l'imaginaire. On sent que c'est des animaux qui portent des choses, voilà, sur lesquelles les humains se projettent. Et j'ai été aussi très intéressé par la façon dont ils se projettent dessus avec leur langage. C'est aussi le langage des gens, voilà, des habitants des bords de cette lagune-là. Et je me demandais aussi comment vous faisiez de l'articulation entre ces mots scientifiques dont on vient de parler et puis le parler local. Comment est-ce qu'on arrive, en tant qu'auteur, à mêler la retranscription d'une conversation courante des bords de l'étang et puis cette nécessité de nommer les animaux, les plantes? Parce que on le sait, enfin, il y a une sagesse des discussions de comptoir même. Ça arrive que des discussions, des propos de comptoir recèlent un peu de sagesse. Et c'est parce que j'ai écouté les gens et que je suis encore une fois dans le cadre d'un reportage de presse, je suis allée sur un bateau de pêcheurs d'anguilles. Et par exemple, la palourde est inspirée directement d'une de ses phrases parce que il avait son associé de pêche, qui est un jeune homme qui a une vie assez particulière. Et donc, le pêcheur avec qui je pars, Franck, me désigne Baptiste en me disant Sigolène, comment veux-tu stabiliser du sable de rivière? Et je le regarde, je fais du sable de rivière. C'est qui le sable de rivière? Il fait c'est Baptiste, c'est toi, c'est moi qui naissons et mourons. Je lui dis mais c'est un dicton local. Il me fait non, je viens d'y penser là comme ça. Et je dis Franck, cette notion-là de sable de rivière, impossible à stabiliser, je vais en faire un roman. Donc j'écoute beaucoup ce qui se dit et après c'est presque la traduction après en science du propos qui m'a été tenu. Pour les muges dans Maritima, je suis d'abord allée au Câlin, donc ce petit baraquement où il y a le câlin, c'est le nom du filet pour attraper les muges et ensuite fabriquer la poutargue. Et j'ai écouté voilà les pêcheurs parler et ensuite dans mes recherches, je me suis dit faut que j'ai une assise quand même raisonnable, donc je fais des recherches sur les muges. Et quand je m'aperçois que Aristote, que Pline l'Ancien, enfin que la Grèce antique, que la Rome antique connaissait déjà le muge, avait déjà
observé ce poisson, décrété qu'il était pacifique, qu'il était lipu. Et je me suis dit, c'est incroyable que ce poisson, qui est toujours pêché, qui est le poisson emblématique de l'étang de Berre et de Martigues, en fait, il a été observé il y a très longtemps et qu'on a des écrits assez incroyables sur le muge, quoi. Et, et cette idée de mutisme, d'intelligence bestiale qui résiderait juste dans cet acte-là de grossir dans les temps pour aller ensuite larguer ses œufs en pleine mer. Donc voilà. Mhm. Alors c'est justement par le muge qu'on arrive à remonter à l'Antiquité, aux auteurs grecs, romains. Et puis il y a ce vestige de temple comme ça sur le bord de l'étang. Euh, et ce rapport à l'Antiquité, aux sources romaines et grecques, c'est lié à l'histoire de la ville elle-même, à ses fondations, ou c'est plutôt justement l'histoire des idées ou des mythes méditerranéens? Plutôt ça, des mythes, parce que la ville, en fait, il y a des vestiges romains, mais je crois que à Vatica Maritima, c'est un peuple celto-ligure, je crois. Mhm. Euh, et c'est plutôt à la mythologie, puis moi, à ma passion, mais de la Grèce antique et des philosophes grecs, euh, Aristote en premier lieu, que j'avais lu quand je faisais du droit, voilà, et, et que j'avais besoin de ça parce que, en fait, à la base, bon, il n'y a pas que les Grecs. C'est-à-dire que Maritima, j'ai voulu faire un roman réaliste ou naturaliste. Je m'étais dit, je vais faire, avec toutes ces usines, je vais faire mon Émile Zola, quoi. Mhm. Bon, il s'avère que je suis pas plus Émile Zola que Honoré de Balzac. Et, euh, et je m'étais dit, je vais faire une histoire naturelle de Martigues. Et faisant une histoire naturelle de Martigues, je me suis plongée dans ceux qui avaient déjà écrit des livres d'histoire naturelle. Et j'étais, enfin, quand j'ai vu qu'Aristote avait écrit sur le muge, mais j'ai sauté de joie. Je me suis dit, c'est pas possible que qu'Aristote ait eu, comme moi, affaire au muge. Ouais, ouais. Il y a un recoupement qui s'est fait par rapport à ça. Alors ici, il y a quelques années, avec quelques amis, dont Franz Minard, l'organisateur de l'événement d'aujourd'hui avec Sophie, on avait créé un petit mouvement littéraire qui s'appelait les Fantasiarques et on avait des concepts comme ça qu'on imaginait entre nous. Et on avait parlé à cette époque-là de climatologie littéraire. On s'était demandé s'il n'y avait pas effectivement des auteurs qui avaient un climat particulier. Alors là, on a beaucoup parlé du climat méditerranéen, et je me demandais si ce climat méditerranéen, c'était un reflet de votre climat intérieur, et là on rejoint ce qu'on disait ce matin sur le romantisme, voilà, l'auteur romantique qui voit dans le climat extérieur un reflet de ce qu'il a à l'intérieur de lui, ou est-ce que c'est au contraire un climat qui ne correspond pas au climat intérieur, mais qui fournit un contrepoint, un équilibre, quelque chose dont on a besoin, ou au contraire quelque chose qui nous bouscule un petit peu. Moi, j'ai la sensation que c'est mon climat intérieur. C'est-à-dire que, comme j'ai grandi à la Corne de l'Afrique, à Djibouti, je suis en recherche toujours de déserts et de cailloux. C'est ce qui me va, c'est ce qui calme mes angoisses. Là, je crois que je serais très angoissée si je vivais, je suis désolée, à Nantes. Il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de gris et de vert, et c'est des et, et ça me trouble vraiment beaucoup. Alors que la sécheresse, l'aridité, les sols craquelés, j'ai l'impression que c'est de ça dont je suis faite, quoi. Vraiment. Alors ça nous amène forcément, vous avez parlé de la Corne de l'Afrique, à dire un petit mot de courir après les ombres. Ce qui m'intéressait sur ce livre que je n'ai pas encore lu, mais qui est sur ma table de lecture pour les jours qui viennent, c'est cette façon de s'intéresser à un bateau naufragé pour aller à la recherche d'un poète qui est aussi, à ce moment-là de sa vie, passablement naufragé. Euh, pourquoi ce bateau-là et pourquoi cet endroit-là? Alors moi, j'ai grandi à Djibouti. Et quand j'étais enfant, avant que les places soient rebaptisées par des noms arabes ou autres, tout s'appelait Arthur Rimbaud. La place Arthur Rimbaud, le centre culturel Arthur Rimbaud. Enfin, je mangeais Arthur Rimbaud, et c'est-à-dire que
je ne suis pas non plus Victor Hugo, mais petite, sûrement, j'ai dû me dire, je serai Arthur Rimbaud ou rien, quoi. Euh, et, euh, et en fait, depuis l'enfance, il y a une épave dans le port de Djibouti, qui était un décor comme un autre, jusqu'à ce que pour les années 2000, non, enfin 2011, mes parents étaient installés encore là-bas. Je m'y intéresse vraiment parce que plus ça va, plus elle apparaît. Et on voit que c'est une épave très ancienne. Et donc on fait des recherches. On sait que ça s'appelle le pingouin. Et de se dire, il y a un pingouin à la Corne de l'Afrique, faut le faire quand même. Qui s'est échoué sur un banc de sable. Et mon père, qui est un grand rêveur, il me dit, imagine si c'était un vapeur qui remontait l'Oued en Boulie, qui est une fois par an, il y a de l'eau dedans, pour aller retrouver les sources du Nil. Je fais oui, d'accord. Et je dis, mais moi, et si j'en faisais plutôt le dernier bateau d'Arthur Rimbaud. Et, euh, et c'est là que je suis allée faire des recherches. Bon, déjà à Djibouti, je suis allée à marée basse prendre les mesures de ce bateau rouillé. Et ensuite, je suis allée au musée de la Marine à Paris. Et donc, je découvre que c'était un aviso à roue, qu'a priori, il était plutôt à un gouverneur, le gouverneur Lagarde, et qu'effectivement, il se serait échoué sur un banc de sable. Et j'apprends son histoire, c'est-à-dire que la propriété de cette épave, c'est au ministère de la Culture. C'était un bateau français, donc c'est le ministère de la Culture français D'accord. qui est propriétaire de l'épave. Sauf que elle va pas mettre de l'argent pour la renflouer, enfin pour la dégager. Quant à l'État djiboutien, il n'a pas non plus les moyens d'aller retirer une épave, donc elle reste. Et, et du coup, dans Courir après les ombres, je me suis imaginé que on découvrait une vieille cassette en fer dans l'épave, et que tout d'un coup, au moment où on l'ouvre, il y a du papier, mais qui part en bouillie parce que voilà, l'eau était rentrée, que c'est plus de la bouillie et que l'encre s'est délavée au moment même où on ouvrait la cassette. Et donc c'est un berger à phare qui est un être un peu tutélaire qui, pour se moquer un peu du français qui est en recherche perpétuelle de poésie, qui en même temps est le représentant d'un néocolonialisme, lui dit bah tu vois, ça c'était les poèmes jamais écrits d'Arthur Rimbaud, c'était ses derniers poèmes, et puis ils sont perdus. Et après, à partir de là, s'ouvre une quête à ces poèmes et à l'histoire du dernier bateau d'Arthur Rimbaud. Dernier bateau d'Arthur Rimbaud, c'est l'histoire d'un naufrage et puis d'une quête d'un poème fantôme en fait. Ouais, C'est une effectivement très très belle idée qui donne vraiment envie de lire ce Courir après les ombres. Merci beaucoup, Merci. Sigolène Vincent, pour cet échange. Merci.